Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences. Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi, c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce qu'il reste à découvrir de ces dernières. De quoi peut-on parler lorsqu'on nous rapprochons les notions sacrées et plantes ? Quelles sont les relations humains-sacrées-plantes ? Comment l'étudier ? Quelle est la place des plantes dans la religion catholique ? Bonjour Delphine. Bonjour Lucia. Bonjour à toutes et tous et bonjour Étienne Grésillon. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Tu es biogéographe, donc maître de conférence à l'université Paris-Cité et tu es rattaché au laboratoire Dynamique sociale et recomposition des espaces. Le LADIS. Exact. Alors, tu es décrit comme développant des thèmes de recherche se rapportant à la gestion durable des milieux urbains et ruraux, mais également aux marges sociales et spatiales, en tant que dialectique stimulante pour la géographie. Et enfin, tu t'intéresses également aux relations entre religion et écologie, ainsi qu'aux services écosystémiques culturels. Est-ce que c'est bien ça ? Totalement. Tu vas ajouter quelque chose ou c'est assez complet ? Disons que je suis arrivé à l'université en 2011 et sur un poste de géographie rurale. Donc au départ, c'était plutôt mon côté ruraliste et biogéographe qui a intéressé l'université. C'est pas du tout sur les questions du sacré. Sacré, c'était ma thèse, mais c'est pas ça qui intéressait l'académie, on va dire. Ce qui intéressait plus, c'était mon positionnement méthodologique et le fait que j'étais à la fois géographe et que je m'intéressais aussi aux plantes et aux animaux. Et donc c'est ça, la biogéographie, c'est la question de la répartition des plantes et des animaux et de travailler sur ces regroupements entre espèces, entre individus et de comprendre pourquoi ils sont là et pourquoi ils ne sont pas là. Et donc de là, en fait, pourquoi le sacré ? C'est parce que j'ai commencé en fait en M1, j'étais avec ma directrice à l'époque qui me disait j'ai un sujet pour vous, c'est en Bretagne, c'est dans un jardin, c'est un très grand jardin, il voudrait que vous fassiez un inventaire floristique et faunistique et que vous repériez aussi l'aménagement et que vous fassiez un diagnostic aussi paysager. Et elle me dit mais il y a un petit problème, c'est que dans ce jardin, c'est un jardin de communauté religieuse. Donc j'y suis allé et en fait, la première année que j'ai travaillé là-bas, en fait, ça s'est très bien passé, mais je butais toujours sur la dimension écologique parce qu'ici, quand on est sur un jardin, au final, les plantes, elles sont plantées, elles sont choisies. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, derrière ces plantes qu'on voyait qui poussaient, finalement, il y avait un aspect qui était très fort, c'est culturel. Il y avait des choix qui avaient été faits, et de plantes, d'aménagement, de paysages. Et tout ça avait une forte connotation religieuse, en tout cas dans les pratiques. Et donc ce qui m'a intéressé, c'est de voir en fait quels étaient les sous-bassements de ces pratiques et d'où ça venait culturellement. Donc, puisque finalement, et ça on l'assume peu, on l'a peu assumé finalement, je trouve, en France en tout cas, c'est que, en tout cas en Europe, on a été traversé par la religion et la religion a construit en fait des pratiques et des usages qui sont très forts. Et elle a construit, et c'est mon hypothèse de base, c'était de dire qu'elle a construit en fait finalement une grande partie de nos paysages. Donc dans le jardin, en partant du jardin, je prenais peu de risques parce que finalement ici c'était des jardins de communautés religieuses et je regardais en fait leurs pratiques au quotidien. Et donc j'ai commencé par ce jardin, puis ensuite j'ai dit à mes directeurs, oui j'aimerais bien continuer sur ce sujet et aller plus loin en allant voir en fait ce qui se fait dans d'autres jardins en France et même en Italie, en Suisse. Et donc je suis allé voir ces jardins et j'ai interrogé, j'ai suivi ces religieux pour voir en fait pourquoi ils plantaient là et pas là, quelles plantes ils plantaient, et surtout la relation entre ces plantes et leurs pratiques religieuses. Et donc c'est un vrai sujet, ça m'a porté pendant 7 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'au niveau académique, ce sujet n'était pas si intéressant, n'intéressait peu.
ou plutôt les historiens, mais les géographes n'étaient pas du tout portés sur ces questions. Et le fait de plonger dans un sujet comme celui-ci, qui finalement demande d'aller voir aussi ce qui est écrit dans les textes religieux, dans la Bible, voir les traductions, parce que la Bible, c'est plein de textes qui ont été écrits dans des langues différentes, qui ont ensuite été traduits plusieurs fois. C'est devenu un travail à la fois linguistique, donc c'est devenu un travail très très large. Et pendant 7 ans, j'ai travaillé sur ce sujet, et c'est vrai qu'une fois que j'ai soutenu ma thèse, c'est pas du tout là-dessus que j'ai continué. J'ai plutôt continué sur la question d'écologie du paysage et des trames vertes urbaines, et c'est pour ça qu'il a écrit ça dans la description. Ouais. C'est ce travail autour de la ville et des relations à la biodiversité. Et là, j'ai pu être financé en postdoc. Ok. Alors du coup, nous, voilà, c'est Restez pas plantés là, cette émission. L'intérêt de te recevoir aujourd'hui, dans un premier temps... Parce que tu co-diriges ma thèse. Voilà, donc c'est toujours sympa. On sait que tu es quelqu'un de sympa, donc ça va être un bon moment. Et parce que justement, on va pouvoir aborder tous ces sujets entre la plante et la perception du sacré qu'on peut en avoir, sacré occidental, plutôt lié à la religion. Alors moi, j'aurais bien aimé commencer par ton parcours. Si tu pouvais nous décrire un peu ton parcours universitaire qui a fait que tu en es arrivé ici aujourd'hui. Disons que j'étais porté sur les questions écologiques assez tôt. Et par la question de la reconnaissance, c'est quelque chose qui me fascinait quand j'étais petit. Et cette question de reconnaître une plante ou un animal. Et l'acte de reconnaître, ça nécessite 2 choses. Ça nécessite d'abord un travail d'identification, de dire voilà, cette plante, elle ressemble à celle-ci, donc elle fait partie de cette catégorie-là. Mais reconnaître aussi, c'est ce qui me posait toujours la question, c'est reconnaître qu'est-ce qu'elle fait. Elle fait partie d'un commun, et elle n'est pas là détachée de moi, mais je la reconnais en tant qu'individu. Et cette question de l'individu, c'est quelque chose qui m'a toujours traversé sur la question de la vie et de la mort en particulier, que j'ai en plus travaillé ensuite sur la question religieuse. Mais de savoir qu'une plante vit, comment elle vit, qu'est-ce que la vie d'une plante, est-ce que la souffrance aussi, cette question elle est venue très vite parce que j'aimais beaucoup, je passais mes week-ends, mes vacances à dormir dehors et à constituer des espaces, à me réchauffer dehors, à couper du bois, à faire des tables. J'étais très fasciné par ce côté retour à la nature, mais pas du tout dans la mode actuelle, plutôt dans cette idée de refus de la société de consommation, et essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait trouver en fait dans cette relation à la nature et comment on peut survivre dans un milieu comme celui-ci. Et donc cette question de la reconnaissance m'a beaucoup travaillé, et je suis allé vers la géographie et pas vers la biologie, parce que j'avais envie d'abord de travailler sur la dimension sociale et de comprendre il y a une cosmologie du vivant, et en fait on a des manières de reconnaître les vivants qui sont autour de nous, qui sont liés en fait à un socle culturel, et c'est là-dessus que j'ai d'abord commencé à travailler. Et j'étais à l'université Sorbonne Université, et là j'avais une directrice avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, qui s'appelle Michine Otia, qui était en fait à la fois botaniste et géographe. Et donc j'ai trouvé mon sujet au départ. Je voulais travailler sur les paysages, parce que paysage, c'est plus facile d'avoir la dimension culturelle et biologique. Derrière un paysage, on a des plantes qui sont là pour des raisons à la fois culturelles, mais aussi des raisons biologiques. Et donc, c'est par la notion de paysage que j'ai trouvé en fait au départ ma place dans la recherche, en me disant on a ici des plantes qui ont été choisies du fait de notre culture, du fait de pratiques qui sont particulières. Et ces plantes, ensuite, il y a une dimension biologique, évidemment. Et cette dimension biologique m'intéressait aussi, et je pouvais l'inscrire aussi dedans. Donc, comme ça, en fait, finalement, derrière le paysage, il y avait vraiment une notion qui était déjà interdisciplinaire. Et c'est ça qui me plaisait. Et je trouve qu'en géographie, cette interdisciplinarité, elle était de fait acceptée, ce qui aurait été, je pense, plus difficile en biologie. Complètement. Mais du coup, tu as trouvé un super sujet, finalement, pile poil ce qui t'animait, entre géographie et justement botanique, biologie végétale. Oui, et puis ce que tu fais maintenant, ça correspond exactement à ce que tu voulais faire avant aussi.
Ouais, c'est ça qui est bien avec l'université, je pense. On a une chance avoir une place à l'université, être enseignant-chercheur, c'est une vraie chance, disons, parce qu'on dessine aussi notre trajectoire et nos thématiques. Et donc, d'une certaine manière, moi, j'ai pu imposer petit à petit mes projets, ce à quoi je crois, en fait, dans la recherche. Alors du coup, il y a une question qu'on aime bien poser, mais tu as déjà un peu répondu, alors peut-être tu vas pouvoir compléter un peu, mais c'est quelle est ton histoire avec les plantes? Donc tu nous as parlé un petit peu de quand tu étais plus jeune, cette relation que tu avais avec la nature, le fait de reconnaître une plante, c'est-à-dire je te connais, mais en plus j'ai conscience que tu es là, et la reconnaissance. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin dans la relation que tu peux avoir avec elle aujourd'hui et comment cette relation a évolué? Là, je crois que c'est en partie grâce à l'interdisciplinarité que j'ai évolué ces dernières années, et en particulier grâce à François Bouteau. C'est sûr que à la fois, puis grâce à Patrick Laurenti également, ça veut dire que à la fois la dimension génétique, l'évolution, et de voir en fait finalement qu'on a une trajectoire historique. Donc là je parle bien du terme historique parce que pour moi c'est important, et que la vie en fait c'est une trajectoire de vivant qui coévolue, et de voir en fait finalement que si on retrace l'histoire de la vie, les humains, les animaux, les plantes, elles faisaient partie d'un même ensemble. Donc ça, il y a une vraie question, il y a une question évidemment génétique, mais il y a une question aussi historique, quoi. Et en quoi, en fait, et qu'est-ce qui nous reste, en fait, de cette trajectoire? Et ça, c'est surtout ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui nous reste de cet organisme primaire dans lequel on était tous, et que finalement, on n'est pas détaché. Et ça, c'est une critique que je fais, c'est un peu facile, mais je trouve qu'on s'est surtout intéressé par ce qui nous distinguait, c'est-à-dire que la botanique et les sciences taxonomiques s'intéressent à ce qui fait différence, en fait, la différence entre les plantes, entre chaque espèce, entre chaque famille, chaque genre, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus qu'est-ce qui fait commun entre toutes les espèces. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en commun avec elles, finalement? Qu'est-ce qui nous rapproche? Qu'est-ce qui nous rapproche? Et donc, le fait d'accepter qu'on fasse partie d'un commun, je pense aussi ça peut faire évoluer les pratiques. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir, et ça c'est sur quoi je travaille depuis 10 ans maintenant, depuis mon postdoc. Donc il y a eu le Grenelle de l'environnement qui a imposé et qui a mis sur le devant de la scène la question de la biodiversité. Et dans les aménagements, en particulier les espaces verts, et puis aussi avec la question des trames vertes et bleues en France, donc l'écologie du paysage. Et on a en fait, le ministère a porté le discours sur la biodiversité, sur la diversité des espèces. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir en fait comment ça rebondissait à la fois dans l'aménagement, mais aussi dans les pratiques des habitants. Donc des habitants en ville, mais aussi des habitants agriculteurs. Donc, ça fait partie des deux populations avec lesquelles j'ai travaillé. Mais à Paris, par exemple, donc on avait commencé en 2010 à distribuer des questionnaires avec donc des Parisiens dans les espaces verts, avec un échantillonnage qui reposait sur des types d'espaces verts qui étaient différents. On était dans des espaces verts très architecturés, domestiqués, type jardin à la française, dans d'autres espaces qui étaient plus spontanés, dans lesquels on valorisait, parce qu'il faut voir en fait que depuis 2010, on a commencé à mettre en place des espaces verts qui étaient en fait, je mets entre des guillemets, mais il y avait des espaces en spontané où on valorisait en fait des plantes qui venaient là toutes seules, ou en tout cas qui poussaient toutes seules, c'est plus ça. Et donc il y a eu le jardin André Citroën, dans le jardin André Citroën, il y a le jardin en mouvement, mais il y a eu aussi le jardin naturel au sud du Père-Lachaise. Donc ça, c'est des espaces, ou alors, et puis il y a aussi la petite ceinture, dans lequel en fait on a valorisé le spontané. Donc on a fait des questionnaires dans ces espaces, et on a essayé de voir en fait comment le Parisien, sans employer en fait le terme biodiversité, comment le Parisien concevait la diversité des espèces, et ce qu'il comprenait, qu'est-ce qu'il voyait, quel était l'intérêt de ce terme, et qui, d'un point de vue politique, pouvait porter en fait des politiques, des aménagements pour cette biodiversité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait qu'il y a une vraie évolution dans la perception de la biodiversité depuis 2010, et qu'il y a une évolution des mentalités. De ce questionnaire, on a continué à le distribuer, et on voit qu'en fait, au départ, le terme biodiversité renvoyait à peu de choses, et en fait, il y avait un petit groupe d'habitants qui étaient porteurs et qui comprenaient exactement de quoi on parlait, et qui étaient défenseurs en fait de cette diversité, et qui en avaient une pratique quotidienne, et qui étaient surtout finalement des femmes,
Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y avait vraiment quelque chose d'assez genré en fait, dans les années 2010, où on voyait très bien qu'il y avait une pratique de la diversité des espèces. Diversité des espèces, là, c'est le terme scientifique, mais une volonté de voir des plantes différentes et aussi une relation qui se tissait en fait, entre ces habitantes et ces plantes, et une acceptation aussi de l'individu, des autres individus, en tout cas un regard porté sur ces autres individus. Donc ça, il y avait une petite population. Et ce qu'on a vu en fait courant 2000, dans les années 2010 jusqu'aux années 2020, c'est que petit à petit, il y a un changement de ces perceptions et des représentations, et qu'on voit que finalement, ça commence à être beaucoup plus largement distribué. Il y a beaucoup plus d'habitants en fait, qui aujourd'hui savent ce que c'est et en fait, ont conscience des enjeux autour. Alors c'est vrai que les îlots de chaleur, les îlots de fraîcheur, ça c'est quelque chose qui sort beaucoup, mais aussi cette question des enjeux de la préservation des espèces, de l'enjeu des mobilités des espèces, qu'elles puissent se déplacer. C'est des choses en fait qu'on percolait en fait sur tout le courant. Donc comme quoi en fait là, je suis plutôt positif dans le sens où je pense qu'en fait, le politique peut arriver à créer des espaces et des pratiques d'ouverture sur le monde végétal et sur le monde animal. Et avec la question de la biodiversité, bon, ça avance lentement, mais il n'empêche qu'on voit petit à petit une vraie ouverture à ces enjeux de l'urbain parisien. Et alors l'autre exemple, parce que j'ai donné la piste au départ, la question que vous avez posée, je dis j'ai travaillé sur les habitants des villes, mais aussi les agriculteurs. Les agriculteurs aussi, donc j'ai travaillé avec eux dans 2 projets différents. Un qui s'appelait Patermen dans une ANR, où on travaillait sur la biodiversité dans les champs d'oliviers et de vignes, et on essayait de voir en fait quelles étaient la perception de la biodiversité dans ces espaces. Et on allait jusqu'à compter les espèces aussi compter et aussi faire des diagnostics de biodiversité pour voir en fait s'il y avait une forte biodiversité, si c'était lié à des pratiques et des représentations de nos agriculteurs. Et donc à l'époque, en fait, on s'était rendu compte qu'on était parti d'une hypothèse facile, c'était de dire dans les champs où il y a le label agriculture biologique, on aura une plus forte biodiversité. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que en fait, vous avez certaines pratiques qui sont biologiques, qui sont en fait très intensives en termes de pratiques et qui finalement utilisent des produits chimiques, parce qu'en fait la distinction entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, c'est juste produits chimiques de synthèse. Et derrière synthèse, ça pose des questions, mais voilà, c'est que synthèse qui fait la différence. Et c'est vrai que l'utilisation des produits, elle peut être intensive dans l'agriculture biologique. Donc on avait dans certains champs très peu de diversité d'espèces. Mais et par contre, dans des agriculteurs qui sont en conventionnel, on s'est rendu compte qu'il y en avait qui avaient des pratiques beaucoup plus ponctuelles en termes d'utilisation des produits, parce que c'était cher et aussi parce que ça leur renvoyait aussi à des pratiques anciennes. Et ils disaient, moi, mes parents, ils utilisaient peu de produits et en fait, je préfère avoir des pratiques de phytosanitaires qui soient vraiment qui arrivent au moment où il faut. Donc j'observe beaucoup les plantes, donc qui va aussi avec une observation des plantes et une observation des parasites. Et hop, j'agis quand je vois que ça arrive et j'agis pas bien avant, bien après. Et donc là, on a eu, en fait, c'est marrant, mais le champ où on a trouvé le plus de diversité, c'était d'un champ d'un agriculteur conventionnel, mais qui lui, en fait, utilisait très peu de produits. Donc, et sa perception à lui, sa perception qu'il avait des plantes, elle était différente. Différente du fait, à la fois, ça renvoyait à une tradition familiale, mais ça renvoyait une attention aux plantes et aux animaux qui était vraiment différente des agriculteurs conventionnels et biologiques. Et donc c'est intéressant de voir que finalement, ce que j'ai aimé dans ce travail, c'est ça a permis d'enlever un certain nombre de catégories fixistes qu'on a aujourd'hui en disant voilà, eux ils sont en conventionnel, donc c'est forcément ils ont une vision négative, ils ont pas de vision de la biodiversité, ou en tout cas ils ont peu d'attention aux vivants, alors finalement c'est beaucoup plus complexe. Et donc aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est qu'on a remené ce travail dans les champs, mais en Ile-de-France, et on a essayé de travailler avec les agriculteurs conventionnels pour voir comment et qu'est-ce qu'ils voyaient autour de ces enjeux de biodiversité. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, on peut, et contrairement à ce qu'on pense aussi, les conventionnels sont ouverts en fait, mais tout dépend des mots qu'on utilise. C'est-à-dire que les enjeux de lexico et de textométrie sont importants. Si on veut que la société porte un discours autour des plantes, et je pense que c'est important, là il faut avoir une attention aux mots qui sont utilisés.
il y a des mots qui traversent ici différentes populations d'agriculteurs et d'autres qui ne le traversent pas. Et le terme biodiversité, par exemple, ne traverse absolument pas la population des agriculteurs. Mais par contre, si vous parlez de diversité de vivants, là où il y a aussi ils sont prêts à changer de pratique, par exemple, si on prend la question de la sécheresse. Si on emploie le terme sécheresse, là, on sait que l'agriculteur il est prêt à remettre en cause sa pratique. Par contre, si vous employez le terme réchauffement climatique, là, vous n'allez pas avoir le même changement de pratique parce qu'ici, ils vont dire « Ah, ça renvoie à un élément politique. Moi, je ne suis pas certain qu'il y ait un réchauffement. » Par contre, si vous parlez des sécheresses, là, ils sont prêts à changer. Et ils sont prêts à changer et à aller assez loin dans les changements de pratique. Donc, comme quoi, en fait, voilà, c'est ça qui est positif aussi, c'est que je pense que on peut arriver à changer les choses, mais il faut avoir une attention aux mots. Savoir à qui on s'adresse et utiliser les mots adaptés. Ouais. D'accord. Le sujet de ta thèse a porté sur une géographie de l'au-delà, les jardins de religieux catholiques, des interfaces entre profanes et sacrés. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, notamment comment est perçue la plante, la nature dans cette religion ? Alors, la plante, en fait, je commencerai ma présentation en disant que c'est difficile de parler de religion et de rapport aux plantes parce que finalement, derrière une religion, il y a des religions. Il y a des pratiques qui sont très différentes en fonction des époques, mais aussi en fonction des individus. C'est ce que je dis en fait dans ma thèse. Je parle d'herméneutique. Ça veut dire que finalement, tout le monde peut donner un sens différent aux choses. Et derrière un texte, il y a autant de textes que de lecteurs. Et en fait, donc, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur la religion qui étaient très stéréotypées. Il y a Lynn White qui a écrit un article qui a fait beaucoup dans Science dans 1967, qui a eu beaucoup d'écho en fait à la fois dans la sphère religieuse mais aussi dans la sphère scientifique. C'est un historien qui disait que en fait la religion chrétienne aurait construit en fait une rupture entre les humains et la nature. Parce que la religion chrétienne, judéo-chrétienne, parce que là il associe aussi le judaïsme, derrière ces religions, il y a une manière de concevoir qui est très anthropocentrique de la religion. Ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai, mais la religion chrétienne a plusieurs manières de concevoir la plante. Et donc je vais commencer par vous dire oui, il a raison. Donc il y a bien une vision très anthropocentrique dans la religion. Si on lit la Genèse, c'est le premier texte de la Bible, la Genèse, en fait, commence par décrire le monde tel qu'il a été constitué. Donc, constitué ici par Dieu. On parle de création. Et ce monde, il a été créé en 7 jours, évidemment. Et ces 7 jours, en fait, traduisent une hiérarchie entre celui qui est créé le premier et celui qui est créé le dernier. Donc, les humains sont créés les derniers, parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Et la plante, elle vient le 3e jour. En fait, c'est le premier être vivant en fait, qui est évoqué dans la Genèse. Donc, en fait, ici, c'est clairement celui qui est le plus éloigné en fait, de la figure divine. Ensuite, dans la Genèse toujours, Dieu demande à Adam de donner le nom de chaque animal. En fait, c'est Adam, donc ça, c'est la figure masculine, qui donne en fait ici le nom aux animaux, mais absolument pas aux plantes. Donc il y a un vrai oubli de la plante. Et beaucoup de textes en fait parlent de plantes comme étant utiles. En fait, une grande partie des plantes dans la Bible sont, et si on lit la Genèse, pareil, c'est les plantes portent semences et portent leurs fruits. Donc en gros, elles nourrissent et puis elles assurent leur descendance. Mais elles sont déjà très utilitaristes. En fait, la vision de la plante est très utilitariste dans les textes bibliques. Mais donc il y a eu tout un tas de penseurs, de spiritualité en fait dans l'Église qui en fait a traduit cette vision. Avec, si on va chez les bénédictins, si on reprend l'histoire de France, les ordres bénédictins ils ont été très importants en fait autour des années 1000 en France, et on dit qu'ils auraient défriché. Parce qu'ils auraient coupé en fait ici nos arbres. Et ce qui est vrai en fait, ce qui arrivait souvent, c'est que les bénédictins étaient souvent installés aux confins
des seigneuries, des comtés, parce qu'en fait on leur donnait les dernières terres, les terres qui étaient les moins intéressantes, et ils arrivaient dans ces terres-là et puis ils défrichaient. Donc avec cette idée, on coupe tout et après on cultive. Et en fait c'était une époque où en fait il y avait, en termes climatiques, qui était intéressante. Il y avait du soleil, de la chaleur, et donc en fait on avait une grosse production agricole qui a permis en fait un vrai un enrichissement en fait à la fois des religieux mais aussi des villes avec donc une période florissante qui était liée en fait à ce défrichement. Et c'est vrai que les bénédictins ont beaucoup utilisé en fait cette vision très anthropocentrique en disant voilà, on est là, on est sur terre, c'est l'humain qui a l'image de Dieu, nous il faut qu'on se nourrisse, donc il faut qu'on défriche et qu'on voilà. Donc là la plante, la relation à la plante ici c'est je coupe et je plante. Donc avec la domination de l'homme sur la nature, sur sur la nature. Alors pour aller plus loin, donc moi ce qui m'a intéressé c'est de voir quel était le texte en fait en soi et sur quoi ça reposait. Et c'est vrai que si on regarde la Genèse, le texte en fait c'est Dieu vous donne la terre à l'humain pour qu'il en fasse bon usage. Le bon usage est venu après, mais qu'il en fasse en fait ce qu'il en veut. Et le terme qui est utilisé, le terme originel, c'est kabash, ça veut dire marcher sur. Donc en fait, il y avait bien une vision très... Mais bon, après, il faut le rapporter aussi aux peuples qui ont écrit ce texte, qui se retrouvaient en fait dans des univers qui étaient très arides, avec des climats, au Moyen-Orient. Donc c'est vrai que la survie ici, elle est importante, et donc évidemment qu'il faut planter pour nous. Il faut profiter des moindres endroits où il y a de l'eau pour pouvoir planter. Donc là, il y avait une vision très anthropocentrique, mais qui a en fait été majoritairement utilisée, je pense, dans l'Église. Et ce qui est vrai, on peut quand même dire que majoritairement dans l'Église chrétienne, dans les églises chrétiennes, et majoritairement dans le catholicisme, il y a eu en fait cette vision de d'homme dominant et que la terre en fait était à disposition des humains. Mais il y a d'autres, il y a un mais qui est important, c'est qu'il y a d'autres textes dans la Bible et il y a eu d'autres spiritualités qui elles ont en fait une vision plus anémiste de la nature, avec cette idée que en fait Dieu est le créateur. Donc déjà si on dit que Dieu crée, derrière ce qui crée, c'est à l'image de Dieu. Et donc cette image, ça peut être à la fois à l'image, donc là c'est plutôt symbolique, mais ça peut être aussi, il est l'agent de cette diversité, donc il participe. Donc là il y a deux visions, il y a une vision qui est immanente, donc immanente ça veut dire que c'est concevoir que le divin, il est dans cette nature, et donc quand une plante pousse, finalement c'est Dieu qui l'a fait pousser. Et transcendantale, qui est plutôt cette idée qui a été dominante, c'est que cette idée que Dieu, en fait, il domine tout, mais il domine tellement qu'en fait, quand on regarde une plante, il n'est pas révélateur de la plante, parce que Dieu il est au-dessus de tout ça, et nous, on ne peut pas faire le lien entre cette plante et Dieu. Et donc, il y a eu une vision très immanente de la plante, du divin, dans le sens où il y a eu, si vous lisez les psaumes, en fait, il y a une grande partie des psaumes qui, en fait, qui parlent des plantes en faisant un lien direct avec le divin et en disant qu'elles sont là parce que Dieu, il est derrière leur croissance, derrière leur beauté, derrière... Et donc là, il y a eu des franciscains, en fait, François d'Assise, dont le pape a choisi le nom. Lui, en fait, il a insisté, mais c'est pas le seul. Il y a aussi des femmes. Il y a eu Hildegard de Bingen, il y a eu tout un tas de religieux qui ont dit non, attendez, en fait, la nature qui est autour de nous, elle est le reflet direct ou indirect de divin, mais en tout cas, il faut lui porter une attention. Et donc, même François d'Assise disait, dans les jardins, il faut toujours laisser une partie où la nature s'exprime seule, sans qu'on intervienne. Et cette tradition a été conservée chez les franciscains. Ça veut dire que les franciscains, ils ont souvent, en fait, dans leur jardin, une partie où ils laissent en spontané. Et pour eux, ce qui est important, c'est d'observer en fait ce spontané qui change en fonction des saisons, qu'est-ce qui pousse pas. Donc là, c'est vraiment une autre attention au vivant. Et cette attention, elle a traversé les franciscains, mais elle a traversé aussi d'autres ordres religieux, et elle n'a jamais disparu vraiment en fait. Et donc aujourd'hui, elle ressurgit, et je dirais que le pape François a insisté beaucoup dans son encyclique, Laudato Si', où il insiste sur ce fait que finalement, attention,
voilà, derrière cette nature, il y a une figure divine et l'homme, il n'est pas là pour dominer. Et il y a évidemment... les humains ont eu des effets néfastes en fait sur les écosystèmes, sur la Terre telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc il faut une prise de conscience en fait de ces effets néfastes. D'accord. Et donc sur les plantes, ça, clairement, quand on dit ne pas intervenir sur un jardin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les laisser pousser et les prendre en fait comme un individu en soi. Et donc il y a eu des prières, tout un tas de choses qui ont été écrites autour de ce vivant spontané. D'accord. Alors du coup, parce que bon là, le nom de cette émission c'est Sacré Plante. Alors sacré, moi j'ai cherché, ça viendrait du latin sacer, ce qui ne peut être touché sans être souillé ou sans souiller. Alors du coup, moi je trouve ça, si on parle de plantes, enfin de nature sacrée, donc par extension de plantes sacrées, je trouve que ça vient un peu en contradiction avec ce que tu disais dans la première partie, c'est-à-dire que l'homme serait dominant par rapport à la nature. Comment on peut considérer dans ces cas-là que les plantes sont sacrées ? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Ou est-ce que c'est plutôt justement dans le côté religieux qui laisse s'exprimer la nature que là, on a cette notion de plante sacrée ? Je pense que le sacré, en fait, pour moi, on a pris le terme sacré parce qu'à la fois, il ne renvoie pas qu'à la dimension religieuse. En fait, le sacré, ça peut être aussi dans des spiritualités, mais ça peut être aussi dans des actes qui n'ont pas de connotation directe avec un divin. Donc ici, c'est cette action de respecter. Alors ça peut aller avec plein de termes différents, mais c'est de porter une attention, avoir un respect, avoir peur, être effrayé. Mais en fait, c'est d'avoir, en fait, face à ces plantes, d'avoir un temps où en fait expectatif, où on se dit tiens, il renvoie à quelque chose de plus fort que moi. Et ce plus fort, il peut avoir plein de figures différentes, quoi. Il peut avoir des figures totémistes, anémistes, chrétiennes, bouddhistes, voilà, il y a tout un tas de religions. Même scientifiques, parce qu'on a de toute façon des limites. On cherche toujours à connaître plus, mais... moi, je me suis un peu renseignée du coup sur toi, sur les sites, différentes descriptions, tout ça. Et en fait, sur le site de la Sorbonne Université, tu es décrit comme décloisonnant les frontières entre écologie et société. Alors moi, j'ai 2 questions dans cette description. La première, c'est, on parle beaucoup d'écologie, mais qu'est-ce que c'est vraiment l'écologie ? Bonne question. Et la seconde, c'est est-ce que tu pourras ensuite nous parler de cette frontière et comment on peut envisager donc de vivre sans ? Alors, l'écologie, c'est la science de la maison. Donc la science qui considère finalement le monde à différentes échelles comme étant des maisons pour les vivants, mais qui conçoit ces relations entre ces vivants, entre eux, mais aussi ces vivants avec tout ce qui est milieu physique, donc la terre, le climat. Donc c'est cette science d'interrelation qui permet, qui est finalement assez récente, puisque c'est au 19e siècle, et qui, en fait, sur un plan conceptuel, a été souvent, en fait, délimité ici par des concepts qui viennent plutôt de la biologie. On parle des écosystèmes. Donc écosystème, c'est un système dans lequel on travaille sur ces relations entre ces vivants, qui en fait pose beaucoup de problèmes quand on est un géographe, parce que à quelle échelle on parle d'un écosystème, en fait, si on veut le rattacher à un espace, c'est compliqué, puisque finalement, quand on commence à travailler sur les espèces, on va très souvent, vos espèces dépassent votre écosystème. Donc, il n'y a jamais vraiment de limite. Donc, un géographe, il est troublé. Et ensuite, on se rend compte que cet écosystème, il est très historique. Et ça, c'est l'apport, en fait, des sciences humaines. C'est qu'en fait, c'est très dynamique, un écosystème. Et c'est dynamique. Et cette dynamique, elle peut être, si on parle de mares, par exemple, des mares, une mare, il y a un été, elle est présente, l'autre, elle ne l'est plus. Et derrière les mares, pourtant, il y a une très forte variété d'espèces. Mais donc, d'un coup, il y a un été, il n'y a plus aucune espèce, il n'y a plus d'eau. C'est arrivé l'été dernier, et beaucoup de mares ont disparu. Et derrière ces écosystèmes de mares, il y avait plein de batraciens, il y avait des libellules, et tout ça disparaissent d'un coup.
Et ça, en fait, l'histoire de la nature, l'histoire des écosystèmes, elle est faite en fait de ces moments de rupture. Et donc en histoire, c'est intéressant de rapporter ça à l'histoire et de dire voilà, il y a des changements, et ces changements en fait sont très souvent liés à des pratiques anthropiques. Et ce que j'aime avec le concept d'anthropocène, c'est cette idée, même si j'utilise peu, mais c'est cette idée qu'aujourd'hui en fait finalement toute la Terre et tous les écosystèmes sont en fait perturbés directement ou indirectement par des activités anthropiques. Et donc comment on intègre l'homme dans cet écosystème de l'écologie. Oui, parce qu'anthropique, c'est-à-dire des conséquences de l'homme. De l'homme, voilà. Ouais. Donc l'humain, comment on l'intègre ? Et très souvent, et jusqu'à la deuxième moitié je dirais, du XXe siècle, une grande partie des écologues, en fait, ne travaillaient pas sur les écosystèmes urbains. Et il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour qu'on commence à s'y intéresser. Parce que finalement, on n'arrivait pas à intégrer l'humain dans ce système, parce que l'humain, il a des actions qui sont très puissantes, déjà. Il va avoir des actions qui changent beaucoup d'un moment sur l'autre, donc il n'est pas prédictible. Et ça pose problème en biologie. Donc il peut pas, en fait... on ne peut pas le rentrer dans des bases de données aussi facilement que d'autres espèces, même si, en fait, plus ça va, plus je me rends compte que derrière chaque espèce, il y a des individus qui vont avoir des actions différentes. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais clairement, en fait, ici, vos sociétés vont avoir des effets différents en fonction des développements mécaniques. La mécanique, ici, tout ce qui est découverte en outillage, dans le jardinage. Par exemple, moi, j'aimerais trop porter une thèse autour des effets de la tronçonneuse sur les paysages en France. La tronçonneuse a clairement changé les paysages en France. Et on voit aujourd'hui, en fait, l'arrivée de cette tronçonneuse a transformé nos paysages. Maintenant, on coupe un arbre en 10 minutes, même pas. Avant, il fallait du temps, il fallait des spécialistes. Tout le monde ne pouvait pas aborder. Maintenant, n'importe qui peut avoir une tronçonneuse. Bon, même si je crois qu'il y a un permis maintenant. Mais en tout cas, il y a un permis. Mais ici, nos écosystèmes, ils sont fortement liés aux pratiques. Et donc, c'est pour décloisonner dans le sens où je pense que si on veut comprendre nos écosystèmes, il faut aussi comprendre les sociétés, leur culture, leur outillage. Et ça, ensuite, et pour moi, c'est important parce que finalement, si on veut reconnecter, ou mettre du lien entre les sociétés et les écosystèmes, il faut aussi travailler sur ces relations. Il ne faut pas les ignorer. Ça veut dire que je trouve qu'il y a une grande partie des champs d'écologie politique qui considèrent qu'il faut faire du rewilding. Ça veut dire que, ça y est, il faut finalement retirer les humains des espaces pour retourner à des écosystèmes ancestrales ou vierges, etc. Et pour moi, c'est une absurdité parce que, en fait, c'est pas une absurdité, mais on va avoir du mal à voir que ce champ-là soit porté par des sociétés. Parce que si les gens ne reconnaissent pas leur pratique, leur culture dans cette pratique-là, ils vont pas accepter de le faire, en fait. Donc il faut se rattacher, en fait, aux sociétés qui sont présentes pour mettre en place des systèmes qui correspondent à leur système de pensée et des pratiques quotidiennes. Alors, pour revenir un petit peu sur le côté interdisciplinaire que tu évoquais tout à l'heure, tu collabores avec des biologistes, donc toi-même tu es biogéographe, mais des biologistes purs, des écologues, j'imagine. Qu'est-ce que, selon toi, ces collaborations entre sciences humaines et sociales, sciences expérimentales ou même sciences naturalistes peuvent apporter aux recherches et sur les plantes actuelles en général et à la perception qu'on peut en avoir aujourd'hui? Là, j'irai dans la même direction tout à l'heure. Je pense que l'intérêt des sciences humaines ici, c'est de rattacher les éléments à la culture, à l'époque. Je pense qu'en fait, déjà, on peut commencer en disant, les mots, déjà, chaque mot, en fait, est porteur de sens, et des sens qui sont différents. Donc, derrière les sciences humaines, il y a cette acceptation du fait qu'un terme, il est historique. Donc, un mot qui est utilisé, il a une date, il a été créé par quelqu'un, et il a une histoire d'interprétation, d'utilisation. Et derrière la science, il y a des concepts qui sont nés et qui sont, pour moi, historiques. Il va dire, mais je pense que la biologie est une science historique
au même titre que la géographie. Et donc, c'est une discipline qui a des concepts, des notions qui vont évoluer en fonction des époques. Et le fait d'accepter ça, déjà, ça permet déjà de mettre une certaine humilité aussi, de comprendre que finalement, on n'est pas détaché des méthodes qu'on a et de l'époque dans laquelle on est. Et je pense que si l'intelligence des plantes aujourd'hui, ce terme il émerge, c'est aussi parce que l'époque est prête à entendre, en tout cas je dirais la société contemporaine est prête à entendre que derrière les plantes, il y a une certaine agentivité, une certaine intelligence, une certaine manière d'appréhender l'espace, des comportements qui sont adéquats par rapport à des situations. Et donc ça permet en fait, je pense déjà aux biologistes de retravailler sur leur propre concept et de voir d'où ils sont et d'où elle vient leur idée et les limites aussi de ces idées. Ça veut dire que finalement on est toujours lié à nos outils et à nos concepts. Et pour dépasser ça, il faut déjà savoir qu'on est enfermé dedans. Et donc là, la relation en fait entre les sciences humaines et les sciences biologiques, je pense qu'elle est importante parce qu'elle permet en fait de clarifier les sens des mots et de clarifier aussi les sens des mots. Ça veut dire d'accepter aussi qu'il y ait plusieurs sens et qu'il n'y en a pas qu'un. Et la polysémie, en fait, elle existe. Et la langue française, c'est une langue, c'est une langue avec beaucoup d'homonymes. Mais en fait, elle est finalement assez pauvre en termes de vocabulaire, et donc on a peu de vocabulaire et on s'enferme, quoi. C'est une langue intéressante parce que justement c'est une langue de la poésie, puisque finalement derrière chaque terme on a plein de sens. Et donc le fait d'accepter tous ces sens, ça permet à mon sens d'avancer et d'aller plus loin dans la conceptualisation et dans la compréhension du vivant. Et ensuite les sciences humaines, elles sont là aussi pour montrer les effets des sociétés humaines sur les écosystèmes ou sur la nature ou sur le vivant. Derrière, vous voyez, j'ai utilisé 3 mots différents qui ont 3 sens différents, mais derrière le terme vivant, il m'intéresse beaucoup aujourd'hui parce que je trouve que c'est un terme qui est intéressant, le fait d'accepter qu'il y ait une communauté de vivants. Et ça, c'est fort, et je trouve que d'un point de vue conceptuel et d'un point de vue pratique, c'est très intéressant, et je pense que au niveau des politiques publiques, je pense qu'on peut aller plus loin dans l'utilisation de ce terme, parce que vivant, la vie pour moi, c'est quelque chose qui est partagé par les humains, mais qui est partagé aussi par les autres espèces, et qui en fait est quelque chose de profondément vécu par tout le monde, et qui en fait est corrélé à la mort aussi. Et relier en fait la vie à la mort, c'est aussi accepter et aussi comprendre en fait que finalement dans nos pratiques, on peut avoir des effets en fait sur les vivants et sur la mort des autres. Et ça, en fait, je pense qu'en agriculture, par exemple, le terme vivant est un terme qu'on pourrait plus utiliser pour des politiques agricoles, parce qu'ici, les agriculteurs, quand on parle de vivant, ils sont prêts à comprendre que finalement, leur blé, il est vivant, que en fait, lorsqu'ils utilisent des herbicides, des pesticides, ils interviennent sur le vivant et en fait, ils provoquent la mort. Et provoquer la mort, ça, c'est quelque chose qui peut aider à changer les pratiques. Donc voilà. Donc les mots, en fait, ici, ils ont des effets différents. Mais j'aime beaucoup cette idée. De comprendre qu'on est tous face à la mort, en fait. On est tous des vivants face à la mort. Et ça, je trouve que la religion, pour revenir au débat de tout à l'heure, parce que j'ai été fasciné par les gens qui croient. En fait, c'est quelque chose qui me fascine parce que je ne crois pas, mais parce que je ne comprends pas comment on peut croire. Et cette fascination a fait que c'est pour ça que je me suis intéressé à ces religieux. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié et ce que j'apprécie toujours, en fait, dans les religions, c'est qu'elles ont un discours autour de la mort qu'on ne trouve plus aujourd'hui, ou peu dans la littérature, ou même dans les séries. Si on regarde la télé, c'est un tabou, la mort. C'est un vrai tabou. Et je trouve que les religions ont des discours, des modèles, qui peuvent être aidants et qui peuvent aussi comprendre pourquoi on a eu des pratiques comme celle-ci et pas comme celle-là.
Et je trouve que le respect de la vie, bon alors, c'est intéressant ce qui sort dans les religions autour de ce respect de la vie. Après, parfois, ils sont allés un peu loin. Mais je trouve qu'en fait, travailler sur cette manière de concevoir la vie et de concevoir la mort, et de comprendre aussi que finalement, la vie, elle se finit, il y a une fin. Et si on lit la Bible, elle finit par l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est une fin. Et cette fin, c'est un vrai discours sur qu'est-ce qu'il peut avoir après ou pas après. Mais la Jérusalem céleste, on finit en fait, la Bible finit par une ville. Donc voilà, le modèle de la Bible, c'est la fin du monde, c'est une ville. C'est une ville dans laquelle, ça je finirai parce que ça peut vous intéresser, dans cette ville, il y a des arbres. Et ces arbres, ils fleurissent en fait chaque mois, ils fleurissent, donc ils produisent des fruits chaque mois. Et en fait, ils sont au centre en fait, de cette ville. Et donc le modèle de la ville verte qu'on a aujourd'hui ressemble finalement au modèle de la Jérusalem céleste. Donc c'est intéressant de voir en fait que nos modèles qu'on a aujourd'hui, ils rebondissent, ou ils se transforment, mais ils ont déjà eu une existence dans d'autres systèmes. Et que voilà, la mort, elle est travaillée, elle est expliquée, elle est formalisée dans des textes, et la religion, en général, n'a pas fait le défaut là-dessus. En tout cas, elle a essayé de porter une attention à la vie et à la mort. Et voilà. Et philosophiquement, je trouve que c'est vraiment intéressant, et même anthropologiquement, dans la pratique aussi au quotidien, le fait d'accepter que voilà, on est des vivants et qu'on provoque la mort, et on peut choisir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on provoque au quotidien, est-ce qu'on on tue cet individu ou l'autre. Et c'est une vraie question, et je trouve que ça mérite d'être posé aujourd'hui. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que ça me fait penser, pour ceux qui ont un jardin ou même des plantes chez eux, quand la plante finit par mourir, oh là là, j'ai pas la main verte, c'est un échec horrible. Voilà, mais bon, peut-être c'était juste la fin de sa vie. C'est vrai. En fait, on a du mal à vivre ce genre de choses, mais pourtant, voilà, faut aussi l'accepter parfois, je pense. La mairie de Paris a aujourd'hui souvent des résistances en fait. Pour discuter avec certains agents de la mairie, lorsque en fait ils doivent couper pour des raisons sanitaires des arbres, il y a une forte résistance en fait d'un certain nombre d'habitants qui disent voilà, là vous faites un homicide, vous tuez ici des plantes, il faut voilà. Et donc maintenant ils travaillent beaucoup la signalisation pour expliquer pourquoi ils le font, etc. Avant ils le faisaient beaucoup moins, mais là ils sentent qu'il y a une résistance de plus en plus forte en fait des habitants, et une projection ici, même de l'anthropomorphisme en fait. On peut aller plus loin en fait sur cette idée que concevoir que la plante elle est comme les hommes, comme les humains. Et ça m'importe beaucoup aussi, et ça c'est ce que je trouve intéressant aussi dans la biologie, c'est qu'elle permet aussi de pas tomber dans l'anthropomorphisme. Et je trouve que c'est pour ça que aussi, voilà, j'ai pas dit tout à l'heure l'intérêt de cette relation avec la science biologique, mais son attachement au protocole, son attachement à la donnée, son attachement aussi à prendre du recul avec ces objets sur lesquels elle travaille. Là, c'est pas un objet, c'est un vivant, mais ça permet aussi d'éviter en fait des penchants qui sont aujourd'hui répandus dans des milieux alternatifs qui jugent que en fait les plantes c'est comme les humains, et donc mais c'est quand même pas pareil quoi. Ma prochaine question, c'est j'ai entendu parler du terme sacraliser la nature, et j'arrive pas à savoir ce que ça veut dire sacraliser la nature, parce qu'on est carrément dans un autre domaine que l'anthropomorphisme. Pour moi c'est encore une étape au-dessus. Ouais. Sacraliser ici, c'est de considérer que les plantes sont ce qui vont nous... Là, je prends je critique un peu la collapsologie, ou en tout cas tous ces courants-là, le rewilding, et puis aussi tous les mouvements en fait, de retour à la nature, qui en fait vont considérer que c'est les plantes en fait ou les animaux qui vont nous sauver. Et donc la fin du monde, si on veut éviter la fin du monde, c'est retrouver une bonne relation avec ces plantes et
et que c'est elles qui peuvent nous sauver en fait d'une certaine manière. Et donc là, je critique finalement aujourd'hui, vous avez tout un courant, même en anthropologie, qui considère que finalement, et même en philosophie, qui considère qu'il faut aller chercher dans les religions animistes d'Amérique du Sud ou d'Afrique des solutions pour les plaquer en Occident et pour changer nos pratiques. Mais moi, là, je pense qu'il y a de l'anachronisme, parce que déjà, c'est dans une autre époque. Il y a aussi de l'ana spatiale ou de l'ana géographique, parce qu'en fait, ces modèles, ils sont nés en fait, dans des espaces qui ne sont pas les nôtres, d'un point de vue climatique, mais aussi d'un point de vue de la population et du nombre d'habitants qu'il y a dans ces villages d'Afrique ou d'Amérique du Sud qui ont pu fonctionner en fait, avec ces modèles animistes. Mais j'ai beaucoup de mal à voir ces concepts naître en fait, dans notre civilisation occidentale. Et voilà, donc sacraliser, pour moi, c'est cette idée de considérer que derrière on donne en fait du divin, on y porte, on considère que ces plantes ont un pouvoir pour nous sauver, ou pour en tout cas sauver l'humanité. Oui, c'est les placer dans ce contexte. Alors que finalement, en plus, c'est très anthropocentrique, parce que finalement, les plantes, elles sont pas là pour nous sauver. Elles sont d'abord là pour se sauver elles-mêmes. Ouais, voilà. ça, Et donc, voilà, je pense que... Voilà. Oui, et puis, parce que justement, donc, il y a cette notion de sacraliser la nature, donc on parle de sacré, mais pourtant, les plantes, elles sont historiquement et culturellement considérées comme inférieures. Oui, mais pas dans toutes les... Là, les anthropologues vous le montreront, pas dans toutes les cultures. Pas dans toutes les... C'est vrai que oui. En fait, avec Denis Chartier, on avait invité des Kogi. Donc, c'est des Indiens de Colombie qu'on a fait venir en France, dans le Diois. Et l'idée, c'était qu'ils fassent un diagnostic territorial, donc qu'ils viennent et qui, en fait, décrivent en fait, l'espace, le territoire, et qui ensuite nous disent, voilà, le territoire, il est comme ça, il est constitué comme ça. Et nous, avec Denis et Cléa Bilodeau, on était allés dans le même espace et on avait fait un diagnostic, mais aussi en tant que géographe, et regardé comment il était constitué, etc. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant de mettre en dialogue, en fait, ces cultures animistes avec notre culture scientifique, et de voir un peu comment on peut dialoguer et comment ça nous permet aussi de repositionner nos concepts, notre manière de voir, et de voir un peu comment on peut considérer autrement en fait ces plantes, ces animaux. Et c'est vrai que derrière ces Kogi, en fait, il y a une plante, c'est plus qu'une plante. Une plante, elle est présente parce que ici, il y a un esprit, il y a quelque chose qui porte sa dynamique végétale, et ensuite provoquer sa mort, c'est d'une certaine manière avoir des effets sur l'ensemble en fait du système ou de vivant. Et donc c'est des effets en chaîne en fait. Si on tue un individu, une espèce, ensuite ça va avoir des effets sur d'autres espèces. Donc ils acceptent en fait ici, il y a bien une dimension systémique. Et que c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la culture occidentale, en tout cas au XXe siècle, on a complètement ignoré, il y a eu des minorités qui ont porté des discours sur d'écologie politique, mais c'est une minorité. Mais une grande partie, en fait, de la société technologique occidentale a complètement ignoré, en fait, les effets en cascade qu'ils pouvaient avoir. Et en fait, cette question de la relation entre les vivants. Et donc là, ils ont vraiment, en fait, ils acceptent, eux, qu'il y a des relations qui se tissent et qui ne sont pas, eux, en fait, de fait, ils n'ont pas une approche scientifique. Ils disent, voilà, il y a une relation, ils ne cherchent pas à la comprendre, forcément, mais cette relation, en fait, il faut l'intégrer dans sa pratique, et dans sa pratique agricole, dans sa pratique sylvicole, dans sa pratique de pêche, de chasse. En fait, on intègre toujours le fait que tout est lié, tout est relié, et donc il faut faire attention, il ne faut pas trop prélever, il faut toujours aussi veiller à ce qu'il y ait un renouvellement, il ne parle pas de ressources, hein, un renouvellement en fait des espèces, il ne parle pas d'espèces non plus, mais des renouvellements des individus, des plantes, etc. Donc il y avait une attention et donc là notre dialogue était intéressant parce que ils
ils avaient une vision très négative de... Tout de suite, ils ont vu que les effets néfastes en fait, de la sylviculture intensive, quoi. Ils ont dit, voilà, là, ici, vous plantez que des mêmes espèces sur un même un espace. Ça peut, pour eux, ça ne pouvait que pas fonctionner parce que derrière ces arbres, il y a toujours d'autres espèces qui sont associées. Et là, ils ne les voyaient pas. Et ils disaient, ben voilà, non, là, cet écosystème, il est fait pour mourir. Il n'est pas fait pour vivre, parce que finalement, il n'y a pas toutes les autres espèces qui étaient en général liées à ces espèces dans ces espaces. Donc, ils ont en fait la dimension écosystémique, ils n'en parlent pas, mais ils l'avaient de fait dans leur modèle, quoi. Dans leur modèle, il y avait des liens, des relations, et en fait, ces plantes, elles n'étaient pas là parce qu'elles avaient décidé d'être là, elles étaient là parce qu'il y a tout un tas d'autres espèces qui les ont aidées à être là. Et donc, ça fait que ça change. Après, leur rapport à l'eau aussi, il y avait un rapport à l'eau qui est extrêmement intéressante, que nous, on a complètement perdu aussi au cours du XXe siècle. Nous, aujourd'hui, bon, là, ça commence à changer avec les 6 canicules qu'on a vécues depuis 7 ans. Mais en fait, on avait un rapport à l'eau comme à une ressource éternelle. Et eux, en fait, tout de suite, ils ont regardé, ah tiens, là, il y a un cours d'eau, tiens, là, il y a un point d'eau. Tout de suite, attention aux sources et aux endroits où l'eau était présente, en disant, voilà, là, il faut porter une attention particulière parce que l'eau, elle surgit là, et donc il faut faire des pratiques particulières autour de ces espaces, il faut les préserver, il faut porter une attention particulière. Et c'est vrai que si on regarde l'histoire de la religion, des religions en Occident, auparavant, évidemment, la source, c'était un espace sacré ici. En fait, il y avait des sources sacrées qui permettaient de soigner, de purifier. Et ça, on l'a perdu complètement donc à la fin, au XXe siècle, même au 19e, 20e siècle, on a complètement perdu ces pratiques. Je ne dis pas qu'il faut revenir aux pratiques du 19e. Hein. Je dis juste que cette attention portée à l'eau, elle est intéressante et il faudra peut-être changer le discours qu'on a dessus, mais voilà, travailler sur notre relation, modifiant la perception. Ouais. On est déconnecté de tout ça. Il faut juste reconnecter voilà, c'est ça. Ce rapport à la nature et aux plantes. Peut-être une des dernières questions, moi, qui me vient, parce qu'on parle beaucoup de nature depuis tout à l'heure. Bon, déjà, on sait que le mot nature n'existe pas dans toutes les langues, justement, parce qu'il y en a qui baignent dans cette ambiance et que pour eux, c'est juste le paysage normal. Nous, on parle beaucoup de nature. Et là, du coup, on parle beaucoup de plantes. Est-ce que quand on parle de nature, et en particulier aussi dans cette religion chrétienne, est-ce qu'on voit d'abord les plantes ? Ou est-ce que c'est aussi les animaux ? Parce que là, c'est principalement végétal de ce qu'on parle. Sauf qu'en vrai, on sait que souvent, ce qu'on voit, c'est ce qui bouge et ce sont les animaux auxquels on porte une attention particulière. Mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu inversé. Non ? C'est une fausse idée ? Non, je dirais que c'est ambivalent. C'est comme tout à l'heure quand on a parlé de la relation des églises chrétiennes ou juives par rapport à la domination, à la nature, etc. Là, on peut... Il y a à la fois cette idée que le jardin d'Éden, c'est quand même une belle image. Le fait que... Et ça, c'est marrant, parce que de voir qu'en fait, ce jardin d'Éden, il a... Ça, c'est Jean Delumeau qui montait très bien, qui a écrit 3 ouvrages, un historien qui a écrit sur l'histoire du paradis. Très beaux ouvrages, hyper bien documentés. Et il montre très bien, en fait, que jusqu'à l'époque, à la fin de l'époque médiévale, une grande partie des élans de découverte était portée par cette envie d'aller chercher le jardin d'Éden, ce jardin où Dieu était présent et Dieu organisait en fait cet espace. C'était l'espace dans lequel il y avait des relations avec Dieu, mais des relations aussi idylliques entre les humains, les jardins des délices, les jardins de la reconnaissance de l'homme et des relations homme-femme. Et donc en fait, cette quête en fait du jardin, le jardin est quand même l'espace initial en fait de la Bible et de la tradition biblique qui a traversé le judaïsme, le christianisme, mais aussi l'islam. Et donc c'est le modèle en fait
de la relation primordiale. Et donc ça, c'est clair que en fait, le jardin, c'est ça que j'ai montré dans ma thèse, mais le jardin, c'est le noyau, c'est le bijou en fait des jardins religieux. Quoi, c'est le bijou des monastères. C'est le bijou en général, c'est l'espace le dernier qu'on voudra vous montrer, quoi. L'église, vous pouvez y aller, mais le jardin, très souvent, en fait, c'est l'espace dans lequel il y a une attention quotidienne, dans lequel il y a des pratiques qui sont des relations, des pratiques très intimes, en fait, où chacun, jardine, c'est une partie de soi. Et donc, clairement, je pense que, oui, le végétal, il est indéniablement important, en fait, dans ces traditions. Mais il a quand même été ignoré, ou en tout cas... si on lit le déluge, mais le déluge par exemple, voilà, il y a le déluge, Noé il construit son bateau et sur son bateau il met que les animaux, il n'y a pas de plantes. Donc il y a à la fois les plantes dans un jardin. Un jardin c'est quand même un espace organisé, donc on reste en fait sur un espace qui est stabilisé avec un enclos, donc fermé. Donc c'est bien des plantes, mais c'est des plantes quand même qui sont choisies, qui sont sélectionnées, et donc ça c'est l'idéal biblique. Oui, mais il n'y a pas le même rapport entre la plante et l'humain plante et l'humain jardin. Donc. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est des plantes qui sont plantées. Et ensuite, les plantes spontanées ici, les forêts en fait ont souvent des images plutôt négatives. Hein, si on lit la Bible, voilà, tous les pères de l'Église, tout ça, en fait, très souvent, la forêt, c'est quand même l'espace, c'est un espace maléfique, c'est l'espace, on prend des risques, sécurité, etc. Donc là, le végétal, il renvoie pas qu'à des images positives, hein. Il renvoie aussi... ce qui est marrant, c'est qu'il y a ces distinctions, alors on pourrait en discuter pendant des heures, mais il y a une vraie, en fait, taxonomie biblique, hein, en fait, avec des plantes qui sont... On reconnaît des vertus, on reconnaît des points, des plantes qui sont plus proches dans la hiérarchie du divin, puis d'autres plantes qui, au contraire, sont plus proches du Satan, des plantes qui renvoient les épines, par exemple. Les épines, les épineux, tous les arbres à épines sont des plantes qui sont vues négativement, en fait, dans la Bible, mais qui vont être... En fait, ça se traduit ensuite dans les jardins. On voit très peu, aujourd'hui on essaie d'en remettre, mais tout ce qui est ronce, le rosier c'est particulier, mais tout ce qui est ronce, tous les arbres à aiguilles, les aubépines, etc., c'est des plantes qui étaient plutôt taillées, coupées, enlevées dans les jardins, parce que, à la fois parce que c'est sûr que d'un point de vue pratique c'est pas génial, mais bon, quand même, je sais pas, les ronces des bois c'est quand même des murs, hein. Mais ça, on les voyait rarement dans les jardins, en tout cas rarement valorisés, et je pense qu'en partie c'est parce que aussi dans l'image biblique, l'épine, ça renvoie à la couronne, couronne de Jésus au moment de la crucifixion. Donc ça renvoie en fait à une image négative et plutôt qui renvoie au mal, etc. Donc clairement. Donc la plante, c'est difficile d'avoir une réponse comme ça. Non mais justement, c'est ambivalent, c'est parfait. Rien n'est simple. C'est ça. Alors pour finir, on instaure un petit rituel. C'est une question rituelle qui est est-ce que tu pourrais nous dire la découverte qui t'a le plus surpris ou que tu as le plus aimé, découverte plante? Récente ou non d'ailleurs, une recherche, quelque chose qui t'inspire. Alors il faut me laisser quelques minutes parce que là, comme ça... Oui, tu vois, il y a l'exemple du lichen, mais c'est classique. Il y a l'exemple qui me fascine parce que quand tu vois, en fait, ces lichens que tu peux retrouver à 7000 mètres d'altitude ou dans des conditions climatiques qui sont extrêmes, à la fois sur les questions de température ou de sécheresse, etc., et qu'ils arrivent à résister, en fait, à ça, du fait qu'en fait, c'est une symbiose, une symbiose complexe. Plantes, algues, champignons. Champignons. C'est fascinant en fait de voir en fait que grâce à cette association, on est capable de, c'est des plantes qui sont capables de vivre dans des déserts, sur des limites de glaciers, et de voir en fait que la vie s'est adaptée dans des milieux extrêmes comme ça en choisissant. En choisissant, pas choisissant, c'est pas un choix, mais c'est finalement ce qui a permis cette adaptation dans ces milieux, c'est bien une symbiose. Et ça, c'est génial d'une certaine manière. C'est quand même, pour moi, ça prouve quand même que
voilà, travailler sur ces relations, travailler sur non plus en essayant de chercher de distinguer les plantes, en faisant une taxonomie, mais en travaillant au contraire sur ce qui fait relation, ce qui donne la vie et ce qui permet de survivre. Ça, pour moi, c'est important. Et je pense que, voilà, quand on regarde l'histoire humaine aujourd'hui et les effets de cette humanité sur les écosystèmes, sur le climat, etc., de travailler sur cette capacité de plusieurs espèces de se mettre en relation et de résister et de constituer un organisme, c'est fascinant. Donc c'est plutôt un discours encourageant, mais c'est de montrer que finalement la vie, elle est forte et elle a une capacité d'inventivité qui est incroyable, quoi. Donc c'est ça qui me fascine tout le temps, en fait, c'est de voir en fait que il y a une inventivité, il y a une agentivité, et même en ville, dans des milieux qui sont extrêmement contraints, extrêmement secs, extrêmement perturbés par les activités anthropiques, on continue à voir des renards dans le bois de Vincennes, on continue à avoir des plantes qui poussent sur du bitume, alors que l'été, on est autour de 50 degrés au sol, et ça pousse quand même, avec très peu d'eau. Voilà, on a des plantes qui arrivent à s'adapter à des conditions extrêmes et qui arrivent à s'adapter à ces perturbations qui sont extrêmes portées par les humains et par son activité, quoi. Donc ça, c'est fascinant. Voilà. On te remercie énormément, Étienne. On a passé un très bon moment. De même, c'était bien. Franchement, c'était top. J'ai aussi appris plein de choses. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. En attendant, restez pas plantés là.